Chers amis, bonjour et très bon anniversaire. Très bon anniversaire puisque c'est le 300e matin HEC. Voilà, que nous allons fêter ensemble et nous sommes très heureux d'accueillir pour ce bel anniversaire celui que son ami Antoine Gosset-Grainville décrit comme potentiellement l'un des 10 plus grands patrons français de demain. Et peut-être déjà d'aujourd'hui. Alexandre Bompard, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Tu es aussi dans l'actualité et ô combien, puisque la FNAC que tu diriges, après l'avoir brillamment redressée, vient de racheter Darty, au nez et à la barbe de Conforama, qui semblait pourtant favori, mais c'est un peu comme au tennis, un sport où tu excelles. Je crois que tu es 15-3 et que tu es l'un des rares... 15-2, ah oui. C'est très important, c'est le seul truc. 15-2. Tu es d'ailleurs l'un des rares Français à avoir gagné Wimbledon. Alors effectivement, c'était dans une compétition pro-amateur avec Stan Smith, enfin on serait nombreux à pouvoir en dire autant. C'est un peu comme au tennis, où mené 2-7-0, break dans le 3e. L'adversaire pense peut-être qu'il a la partie gagnée, mais toi, tu ne lâches rien avec ton équipe, tes collaborateurs, tes conseils, tes banquiers, tes administrateurs. Tu vas arracher une belle victoire en rachetant Darty. C'est une carrière à 43 ans où tu as déjà connu quelques belles aventures, des succès, des coups d'éclat. À l'origine, comme pour chacun, il y a tes racines. Les tiennes sont en Savoie, une famille de commerçants, ton père est chef d'entreprise, et tu reçois de tes parents qui travaillaient 7 jours sur 7 et de ta grand-mère qui a travaillé jusqu'à 72 ans, le goût de l'effort et du travail. Des parents qui te soutiennent et qui sont à tes côtés quand à l'âge de 14 ans, tu pars à Annecy vivre seul pour faire ta classe de seconde. C'est dans ces années-là, peut-être, dans la solitude de cette vie dans la vallée, que se crée un lien presque affectif avec des marques que tu retrouveras plus tard, Europe 1, Canal+, la FNAC. Ces années-là où tu découvres les films de Claude Sautet, le cinéaste qui filme la vie et capte la vie, le bonheur d'être dans la mêlée des hommes et des femmes qui se réunissent, se parlent, s'engueulent, s'épaulent, s'aiment, s'ignorent, se séparent, se retrouvent, mais pour chacun, avec eux à la fin la même angoisse, être passé à côté de quelque chose d'essentiel. Et toi, Alexandre, tu vas vivre intensément avec gourmandise et curiosité, avec la volonté de ne pas passer à côté de ta vie. Tu es le premier dans ta famille à faire des études supérieures, tu réussis Sciences Po, puis brillamment l'ENA, dont tu sortiras dans la botte, inspecteur des finances. À l'ENA, où il paraît que tu fus l'un des rares étudiants à n'avoir jamais désocculté. Alors je traduis pour ceux qui n'ont pas fait l'ENA ou qui ne connaissent pas ce mot. Ne pas désocculter, ça veut dire ne pas vouloir connaître tes notes et ton classement jusqu'à la fin de tes études à l'ENA, ce qui est déjà révélateur d'une grande maîtrise de soi, mêlée à une forte détermination, voire confiance dans ton travail sur le long terme. Après l'ENA, et un court passage à l'inspection des finances, tu entres comme conseiller technique au cabinet de François Fillon, qui est alors ministre des Affaires sociales et du Travail. Le même François Fillon dont tu refuseras 4 ans plus tard, lorsqu'il sera Premier ministre, de diriger son cabinet. C'est vrai qu'entre-temps, tu as goûté à l'aventure des entreprises privées, notamment à Canal+, où Bertrand Méheux t'appelle en 2004 pour être son chef de cabinet. Il paraît que ton entourage te déconseille le job, en raison, c'était déjà il y a 12 ans, de la situation difficile de Canal dont on annonçait la vente prochaine. Avec le temps et le recul, cela fait sourire. Tu vis une formation managériale accélérée aux côtés de Bertrand Méheux, un vrai patron qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, le genre d'homme avec qui, toi qui es très intéressé, passionné par la résistance, on part sans doute à la guerre. En 2005, tu es nommé directeur des sports, et tu vas remporter ton premier très grand match. Je m'en souviens parce qu'à l'époque, je m'en souviens très bien quand la dépêche est tombée et que Canal, on venait de découvrir que Canal avait réussi dans des enchères fermées à très très fort enjeu de ramasser les droits de la Ligue 1 de football. Un coup de maître, parce que c'est comme au poker, là, il fallait vraiment avoir le bon prix. Et d'ailleurs, ça a marqué la fin de TPS dont tu négocieras le rachat. Ton optimisme chaleureux, ta capacité à nouer des liens partout où tu vas fait merveille, aussi dans le monde du foot où tu côtoies avec plaisir les présidents de clubs, avec sûrement une place privilégiée dans ton cœur pour le club de ton enfant, Saint-Étienne, dont ton père d'ailleurs a été président. À 35 ans, tu es l'homme qui monte dans les médias, tu es nommé PDG d'Europe 1,
En un mois, l'été, tu prépares une grille de rentrée complètement renouvelée, avec notamment l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel, Marco, qui va devenir ton ami. Ses débuts sur les chapeaux de roue te vaudront le surnom de Pentium 12. Tu modernises l'image d'Europe 1, renforces sa présence numérique, fais progresser son chiffre d'affaires, ton image de patron rapide, efficace et déterminé se construit. Alors que ton nom était cité pour prendre la présidence de France Télévisions, tu figurais parmi les favoris, Rémi Fimelin sera finalement choisi par Nicolas Sarkozy et tu vas faire preuve d'une très grande rapidité de décision quand quelques temps plus tard, en 3 jours, tu acceptes la proposition de François-Henri Pinault de prendre la présidence de la FNAC. Ton ami Xavier Niel dit aujourd'hui qu'il n'y avait pas photo entre un tel challenge entrepreneurial et le management d'Europe 1, une organisation guère plus grosse qu'un gros garage de province, dit-il. Le défi est en effet de taille. Tu ne le mesures peut-être pas complètement à ce moment-là. La FNAC va mal. Elle subit la concurrence des nouveaux géants du commerce en ligne comme Amazon. Les ventes de livres, CD, DVD physiques sont en chute libre. Tu as alors pour mission de sortir la FNAC du groupe PPR. Tu vas mettre rapidement un plan d'action en place avec un nouveau mix produit dont tu nous parleras peut-être, toute la stratégie qui t'a permis de redresser la FNAC, des promotions ciblées pour remettre au cœur l'image de la FNAC comme une enseigne qui effectivement peut aussi se battre sur les prix, et puis des ventes multicanales, rémunération des vendeurs pour les commandes en ligne. Le pari est réussi, tu redresses la FNAC et tu vas même convaincre les investisseurs de suivre ton plan de stratégie numérique. La valeur de la FNAC va tripler en 2 ans, ce qui te donnera les moyens, avec, il est vrai, l'apport de Vivendi, nouvel actionnaire probablement. Il y a une AG, je crois, mardi prochain, qui doit entériner cette augmentation de capital. Vivendi qui prendrait 15% du capital, avec l'appui de Vivendi, évidemment, de réussir l'opération Darty. Alors, il te reste de nombreux défis. Représentant du principal actionnaire Artemis au conseil de la FNAC, Patricia Barbizet estime que tu as démontré les 3 qualités d'un vrai chef d'entreprise: la puissance stratégique, la vision, la force d'exécution et la force de conviction et le talent d'exécution. Donc cette prochaine étape, le pari n'est pas gagné, c'est de réussir cette intégration avec Darty, mais nous ne doutons pas que tu vas tout employer pour le faire avec détermination. Nous te souhaitons évidemment de le réussir. En attendant, nous sommes très heureux de t'écouter et de passer cette heure avec toi, cher Alexandre. Bienvenue Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Alors dans la presse ce matin, il y en a plein la presse, hein, c'est comme hier, tu ne vas pas y échapper. On va commencer par le plus désagréable, c'est ce débat sur les salaires des patrons. Vous savez que dans la matinée, la FEP et le MEDEF font une conférence de presse sur le sujet, donc ça part dans tous les sens. On a naturellement une macronerie ou macronade, je ne sais plus comment on dit, un petit hiatus entre Valls et Macron sur le sujet. Pour résumer, il y a 2 débats. Il y a un débat sur la gouvernance et il y a un débat sur le montant des rémunérations. Alors tu n'y as pas échappé, puisqu'on a parlé de ton salaire il y a quelques semaines, mais c'est rien par rapport à la vague médiatique qui a suivi le salaire de Carlos Ghosn. C'est rien aussi en termes de différence en termes de montant aussi. Eh bien, moi, j'ai choisi ce matin un éditorial dans Libération de Grégoire Bizot qui s'appelle « Merci Carlos ». Parce qu'en fait, Carlos Ghosn, cette affaire rend service à pas mal de monde. D'une part, parce que ça porte le débat plutôt sur la gouvernance, puisqu'il y a eu un problème entre l'Assemblée générale et le conseil d'administration qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. C'est ça qu'il va falloir régler. Et puis ça rend service, parce qu'effectivement ça rend service aux politiques. C'est une mode de gouvernance bien française. Quand approche des élections, on tape sur les patrons et en particulier sur ceux du CAC 40. Alors je voulais savoir comment tu réagissais là-dessus et quelle était ta position, Alexandre, sur ce fameux C1P. Est-ce que l'Assemblée générale, les actionnaires doivent pouvoir décider de la rémunération des dirigeants, comme c'est le cas par exemple en Angleterre, à la City, ou est-ce qu'il faut que ça reste consultatif, comme c'est le cas jusqu'à présent en France ? D'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là pour cet anniversaire. Merci de cette première question. Après, ça sera plus cool. La plus chouette du moment. J'ai un peu de mal à dire merci à quelqu'un sur ce sujet. Moi, je crois que ce sont quand même des sujets d'une très grande sensibilité. Il faut mesurer dans les entreprises que c'est. Et donc, c'est un sujet sensible et complexe.
Moi, je crois qu'il faut aussi voir que ce code AFEP-MEDEF, qui a introduit le CE-ONPAY, sur cette disposition-là, date de 2 ans. Jusqu'alors, au fond, les actionnaires ne s'exprimaient pas sur cette question. Elle était déterminée par le conseil d'administration sans expression lors de l'Assemblée générale. Depuis 2 ans, c'est le cas, puisque le CE-ONPAY est entré en vigueur. Après, se pose la question, suite à quelques éléments que vous avez évoqués, au fond, lorsque l'Assemblée générale des actionnaires exprime lors du CE-ONPAY un vote négatif, quelle doit être la disposition qui doit être prise? Moi, sur le fond, je pense que dans ce type de cas de figure, il est important que le conseil d'administration respecte et tienne compte de l'avis des actionnaires. Alors, est-ce que ça signifie qu'il faut faire évoluer le texte actuel, qui n'a que 2 ans, le code AFEP-MEDEF sur cette disposition? Peut-être. Est-ce qu'il faut le faire par la loi? Moi, je crois que ça doit plutôt être fait par une forme d'autorégulation des organisations patronales AFEP-MEDEF et donc éventuellement, si nécessaire, par une évolution du texte du code AFEP-MEDEF. Mais je pense que c'est important, d'abord parce qu'il a aussi une portée internationale, que ce soit les organisations patronales elles-mêmes, et d'ailleurs je crois que c'est ce qui va se faire puisque l'AFEP et le MEDEF ont une nouvelle mouture de leur code qui n'a que 2 ans, qui va être présenté bientôt. Je crois que c'est important que ce soit les organisations patronales elles-mêmes qui ont fait un grand pas en avant avec le code AFEP-MEDEF, qui vraiment est allé assez loin par rapport à ce qu'on avait avant, qui prévoit les adaptations nécessaires que la pratique de 2 ans, au fond, fait apparaître comme sur un certain nombre de situations évoquées. Merci Alexandre. Alors, on part aux États-Unis avec donc le Wall Street Journal et le Financial Times qui reviennent largement sur les résultats trimestriels de Walmart, donc le numéro 1 mondial de la distribution. Donc là, on est plutôt dans le mortar, dans les vrais magasins. Eh bien, figurez-vous qu'au premier trimestre, les ventes ont augmenté de 4,3%. Alors, dans la distribution, c'est quand même beaucoup, surtout quand on dit voilà, transition numérique, enfin, on va parler que de ça. Et ça a même surpris Wall Street, puisque l'action Walmart a pris 9%. Dans le même temps, Gap, ça c'est dans les Échos, un article qui nous explique que donc Amazon, vous le savez, se lance maintenant dans le prêt-à-porter, en particulier aux États-Unis. Bien, figurez-vous que Gap, qui a quand même 2500 magasins en dur aux États-Unis, eh bien, va vendre ses produits sur Amazon. Il y a d'autres marques qui l'avaient fait, comme Lacoste, etc. Mais Gap, là, ça me paraît quand même un événement. Alors, fais-nous un peu d'omnicanal, mortar, etc. Comment expliquer que Walmart, par exemple, continue à aussi bien marcher, rebondit comme ça avec, sur ce réseau en dur? Qu'est-ce que ça t'inspire, ces deux nouvelles, et Gap et l'accord Gap-Amazon? D'abord, une parenthèse que je referme aussitôt. Ça nous montre que la consommation américaine, si on avait besoin de s'en convaincre, va bien et que les États-Unis vont bien. Parce que pour faire 4,7%, quel que soit le modèle, qu'il soit physique ou digital, c'est que la consommation, ça pousse, surtout si c'est chez Walmart. Après, que d'idées préconçues il y a quelques années sont balayées par ce qu'on vient de se dire là. Première idée, je pars à l'envers, on disait, au fond, Amazon, ils vont se concentrer sur un certain nombre de familles de produits, ils n'iront pas dans d'autres domaines d'activité. Ils iront dans tous les domaines d'activité. Le prêt-à-porter aujourd'hui, on voit des grandes marques, parce que ce n'est pas n'importe quelle marque dont on parle, c'est des marques qui sont à la lisière des marques du luxe. On est déjà dans le lifestyle, et on ira au-delà un jour. C'est-à-dire qu'au fond, ils vont couvrir l'intégralité du champ des secteurs d'activité, de distribution, en allant même jusqu'à distribuer des marques très prestigieuses. Et demain, moi, je suis convaincu depuis très longtemps que ça sera le principal concurrent, ça a commencé d'ores et déjà, des grands groupes alimentaires, et qu'ils iront sur l'alimentaire, et qu'ils réussiront sur l'alimentaire. Amazon Fresh. Et c'est une idée préconçue. Quand vous relisiez il y a une dizaine d'années ce qu'on disait, ou même il y a encore 5 ans sur Amazon, on disait ils auront des secteurs où ils réussiront et d'autres où ils n'iront pas. Ils iront partout. Deuxième idée préconçue, balayée aussi, le commerce physique est mort. Le commerce physique n'a pas d'avenir. Moi, quand je suis arrivé à la FNAC, on me disait beaucoup, au fond, ce qu'il faut faire à la FNAC, il y a pas mal d'experts qui me disaient ça, il faut fermer tous les magasins et se concentrer sur le digital. Je me disais, cette affaire-là, elle est quand même pas très très simple, parce qu'on fait à peu près 90-92% du chiffre d'affaires dans les magasins, qu'on a 95% de nos collaborateurs qui sont dans les magasins, que
Le principal concurrent mondial s'appelle Amazon, sera sur le e-commerce toujours un peu meilleur que moi, voire assez largement, et qu'en plus, il ne gagne pas d'argent sur cette activité de e-commerçant, il en gagne sur d'autres activités. Et donc, au fond, nous, on a eu la conviction, et c'est ce que fait évidemment de manière plus massive Walmart, qu'il y avait un modèle de distribution alternatif à celui des e-commerçants. C'était ce modèle de distribution, le terme est un peu pompeux, pardon, omnicanal, où vous combinez du physique et du digital. Et au fond, vous dites à vos clients, vous aimez le commerce physique, le choix, la liberté de pouvoir commander partout et tout le temps. Nous avons un site internet puissant, des applications mobiles, etc. Vous aimez le magasin dans lequel vous avez une expérience client, du conseil, du service après-vente. Nous l'avons aussi. On va vous offrir les deux dans un même écosystème. Et au fond, les chiffres de Walmart qui est en avance sur bon nombre de grands groupes français dans ce domaine-là précis, c'est bien le signe que le commerce physique, dès lors qu'il est relié au commerce digital, est un concurrent très sérieux, très solide et capable de résister à la vague extraordinairement puissante d'Amazon. Juste, alors, toute petite question pour répondre avant d'aborder un troisième thème, c'est qu'est-ce qui empêche Amazon, ils ont déjà d'ailleurs commencé, ils le savent, ce que tu viens de dire sur la pertinence de l'omnicanal, qu'est-ce qui les empêche d'avoir un réseau physique, ils ont les moyens, ils pourraient le faire. Donc dans ce cas-là, comment lutter? D'abord, rien ne les empêche de le faire, et d'ailleurs ils le font. Oui, ils ont commencé. Oui. Puisqu'ils ont ouvert, Amazon a ouvert, notamment principalement aux États-Unis, parce que toutes les expérimentations d'Amazon se font aux États-Unis, ils ont ouvert un certain nombre de librairies. Ce qui fait que pour le moment, c'est encore à échelle réduite, c'est qu'au fond, le commerce physique, la distribution physique, c'est un drôle de métier. Ça a l'air extraordinairement facile. On se dit, au fond, c'est pas d'une complexité absolue. Et en fait, c'est des métiers, évidemment, comme vous le savez, retail is detail. C'est extrêmement complexe, c'est extrêmement précis. Et au fond, il y a beaucoup de grands groupes industriels qui se sont essayés à, tiens, si je distribuais moi-même mes produits, et qui n'ont pas réussi. Au fond, le seul contre-exemple, c'est Apple, qui a fait ce concept commercial des Apple Store qui est très réussi, mais bon nombre de marques se sont essayées au commerce physique et ont échoué. Donc, c'est pas si facile que ça de devenir un bon commerçant physique. Et d'ailleurs, moi, je suis allé visiter des librairies Amazon aux États-Unis. C'est pas le point qui m'a le plus impressionné. Et pourtant, c'est Amazon pour lequel j'ai un immense respect industriel. Donc, je pense que c'est pas si facile, mais rien n'exclut qu'ils le fassent et qu'ils le fassent un jour très bien et qu'ils le fassent massivement. Merci pour ce quart d'heure Amazon. J'ai un peu triché parce qu'on prépare une sur Amazon, donc j'avais profité pour faire un petit bout d'interview là. Alors, on reste dans les méchants et monstrueux GAFA avec Apple. Et ben figurez-vous qu'il reste, ça c'est le Figaro, c'est une brève du Figaro, donc il y a un cabinet d'études qui s'appelle NetBase qui dit que Apple reste de très loin la marque préférée sur les réseaux sociaux. Et puis, dans le même temps, Google a fait une keynote hier où là, on revient dans le débat sur les objets réels, le mortard et puis le virtuel. Eh bien, Google continue à sortir des objets. Donc, hier, ils ont présenté donc, des prototypes de leur nouveau casque à réalité virtuelle et d'un assistant vocal qu'on pose d'ailleurs Amazon aussi en développe un, je crois, qu'on pose sur la table et puis qui vous fait tout dans la maison. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution à la fois sur ces grandes sociétés? Ils ne payent pas leurs impôts, ils ont quand même une mauvaise image globalement, mais ils restent extrêmement populaires. C'est le cas d'Apple, par exemple. Bah, d'abord, moi, je suis extraordinairement impressionné, comme nous le sommes tous, au fond, par l'innovation absolue de ces entreprises-là. Elles sont suivies maintenant par leurs petits frères, Airbnb, Uber, les uns et les autres. Il y a d'abord une puissance d'innovation, que ce soit sur les produits de base qui étaient les leurs, hein, pour Apple, leur core business, les produits demain qu'ils vont lancer, les objets connectés qui se développent aujourd'hui depuis quelques années, même si le marché n'a pas encore trouvé sa pleine expansion, mais elle le trouvera. Et par demain, les nouvelles solutions qui révolutionnent la façon dont nous vivons, dont nous faisons du sport, dont nous organisons nos maisons. Tout ça est les objets connectés, ça marche bien? Vous en vendez beaucoup à la FNAC? Moi, je pense qu'on vient de finir un premier cycle. Il n'y a pas un peu une mode? On vient de finir. Moi, je ne crois pas du tout que c'est une mode. En revanche, je pense qu'on a fini un premier cycle d'objets connectés, que les gens, au fond, se lassent un petit peu de ces capteurs, etc. Et que la deuxième vague d'objets connectés viendra avec des objets plus intelligents qui révolutionneront de manière plus forte et plus puissante nos vies. Et elle va arriver, cette deuxième vague. Donc d'abord,
quelles belles entreprises en termes d'innovation. Les uns et les autres, on a l'occasion soit de les voir, soit d'y être allé, soit de connaître leurs produits. C'est assez exceptionnel, il faut quand même se le dire. En même temps, vous avez raison, moi je suis toujours extraordinairement frappé quand on voit marque préférée, combien tous les sujets dont on pense, nous, que ce sont des sujets importants et qui marquent le discours collectif, l'organisation des conditions de travail, le fait de payer des impôts dans un pays, etc., n'impactent en rien le jugement qu'ont les consommateurs sur ces produits-là. Moi comme on se disait, Amazon est notre concurrent majeur. Je suis souvent assez frappé de l'ensemble des polémiques qui peuvent se faire jour sur tel ou tel sujet, conditions de travail, là encore, fait de ne pas payer d'impôts, etc., etc. Et au fond, ça reste des marques extraordinairement puissantes, comme si, au fond, parce qu'elles avaient une puissance d'innovation exceptionnelle, elles échappaient un peu aux polémiques qui, dans nos groupes plus traditionnels et plus anciens, suffiraient à nous atteindre très fortement. Elles sont aujourd'hui auréolées d'un capital d'innovation, de puissance, de projection dans le futur, qui leur permet d'échapper à ce qui est pour nous des éléments absolument centraux d'une entreprise citoyenne ancrée dans un territoire, ancrée dans un paysage de régulation. Alors, dernière question. Une parenthèse, j'ai oublié de dire à propos d'innovation et d'Apple que vous pouvez, sur l'application wisambly.com Matin HEC, sur votre iPhone, en live tweet, poser des questions en direct à Alexandre que relaiera. Vous avez le petit carton sur votre table qui vous permet de le faire. Voilà. Que relaiera, là, voilà, je vois déjà Pierre-Henri. Quelques questions apparaître et je les relais tout à l'heure, Voilà. promis. Alors, on revient, si tu permets, Matt, dans la vieille économie, celle des tuyaux, mais des vrais tuyaux, avec Technip, donc, qui fait une fusion avec un Américain, un Texan, et tout ça va être domicilié à Londres. Alors, c'est la une des Échos, qui prend parti, dans le titre même, la une des Échos ce matin, c'est « Un nouveau fleuron du CAC 40 quitte la France ». Dans le même temps, la presse, notamment le Financial Times, revient très longuement sur une OPA gigantesque qui a été déclenchée donc de l'allemand Bayer sur l'américain Monsanto. C'est la plus grande OPA qu'ait jamais fait un Allemand à l'international. Là, on parle de 40 milliards de dollars. Alors, est-ce qu'on peut mettre les deux choses d'abord en lien? Est-ce que les Allemands ont la capacité de faire des choses qu'on n'a plus la capacité de faire? C'est quand même frappant de voir ces deux opérations, même si on est dans deux mondes différents qui se font concomitamment. Et puis, deuxième question, dans la bataille que tu as menée pour Darty, tu as été opposé à un groupe étranger. Est-ce que tu as joué cette fibre un peu patriotique ou tu t'es refusé de le faire? Quand dans quelques années, on regardera ce qui s'est passé, non pas ces 2-3 dernières années pour enjamber le cycle politique, mais sur une dizaine d'années, sur les centres de décision, on sera quand même extraordinairement frappé par le fait que les centres de décision ont été transférés à l'étranger pour un nombre significatif d'entre eux. Quand un siège social d'une entreprise change de localisation, c'est un sujet majeur quant aux décisions qui sont prises ensuite. Et quand dans la même année, vous avez Alcatel, Alstom et aujourd'hui Technip, quelles qu'en soient les raisons, je suis sûr que bien sûr il y a des raisons opérationnelles aujourd'hui, mais ça veut dire quelque chose pour l'attractivité de la France et sur ce qu'elle véhicule de puissance industrielle ensuite. Ce ne sont pas des petits sujets, on ne peut pas se dire quand les centres de décision sont transférés à l'étranger, au fond c'est pas grave, on garde. Non, c'est un sujet majeur. Et moi je trouve que c'est un sujet de politique industrielle absolument central de voir des centres de décision. Et quand on regarde sur 10 ans, c'est un mouvement continu, heureusement, comme ce sont des très grandes entreprises, il n'y en a quand même pas 5 par an, mais ce sont quand même des mouvements extraordinairement puissants. Sur la deuxième partie de la question, non, je pense qu'heureusement, nous conservons de grands groupes industriels, de grands groupes dans les métiers de service qui sont tout à fait à même de conduire des grandes opérations et d'ailleurs de les localiser ensuite en termes de centres de décision en France. Mais en revanche, moi, vraiment, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est de voir petit à petit les centres de la prise de décision qui sont ceux par lesquels ensuite vous décidez des politiques d'allocation des ressources, transférés progressivement, opération par opération. Il y a toujours une bonne raison. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a une bonne raison à chaque fois, industrielle, de se dire c'est Amsterdam, c'est Londres, c'est Hong Kong demain, etc. Alors chez Technip, ce n'est pas le centre de décision, c'est juste la domiciliation, ce qui est un grand classique. Je ne connais pas en détail, et je suis sûr qu'il y a des tas de bonnes raisons. Mon propos n'est pas du tout une critique sur la décision de Technip que je ne connais pas, mais
voilà, après coup, si on prend un tout petit peu de recul, on peut se dire, quand vous installez le centre massivement, quand vous avez un mouvement comme ça veut dire quelque chose sur l'attractivité du territoire et ensuite sur la manière dont se prennent les décisions des conseils d'administration, parce que ce n'est pas un sujet secondaire. Alors, juste la dernière partie de ma question, c'était est-ce que tu as utilisé ces arguments-là dans la bataille, puisque tu étais opposé à un groupe sud-africain? Moi, j'ai la chance d'avoir un actionnaire, la famille Pinault, au sens large, pour lequel, en effet, avoir des entreprises ancrées dans un territoire national, ça signifie quelque chose. Et c'est un actif absolument important. Et c'est vrai qu'on était très motivés par cette idée qui était « ramenons » le centre de décision de Darty, qui depuis quelques années, parce qu'il y avait eu des évolutions capitalistiques il y a quelques années avec le groupe Chiesa, qui était à Londres, ramenons-le en France et faisons prendre par un conseil d'administration, principalement français, des décisions concernant l'avenir de Darty. On était opposé à, non pas à Conforama d'ailleurs, mais à Steinhoff, qui est un groupe sud-africain tout à fait respectable, mais ça signifie que le centre de décision de Darty, si Steinhoff l'avait emporté, aurait été à Johannesburg. Donc en effet, c'était un élément central de notre motivation. Ça ne nous a pas servi à grand-chose, parce que d'abord, on ne demandait pas le soutien des pouvoirs publics, hein. On s'est débrouillé tout seul, et c'est bien normal, d'ailleurs c'était un combat pour une entreprise privée, mais c'était un élément de motivation supplémentaire du projet. Alors, le projet, on va en parler un petit peu maintenant, si tu veux bien, puisqu'il y a une actualité, donc c'est mardi, c'est l'Assemblée Générale, où on va voter sur une augmentation de capital qui fait rentrer un sérieux allié qui t'a donné quand même un bon coup de main dans la bataille, qui a permis de donner le dernier coup de rein, puisqu'il est arrivé avec un chèque de 150 ou 180, je ne sais plus, millions d'euros. Quel est, au-delà de l'opération financière, est-ce qu'on n'a pas toujours très bien compris quel pouvait être l'intérêt stratégique d'avoir comme partenaire industriel, on va dire, Vivendi ? C'est pourtant là que réside l'intérêt, parce que au fond, comme vous le comprenez, comme l'Assemblée Générale arrive postérieurement à la bataille boursière... Oui, mais enfin, c'était quand même bien de... Non, c'est donc vraiment sa partie stratégique. Ce qui nous intéresse, il faut voir que ce paysage de la distribution et des contenus culturels, et Emmanuel le sait parfaitement, c'est un paysage en mutation extraordinairement puissante. Quand vous prenez Vivendi et Fnac, les différences sont nombreuses, les points communs, au fond, aussi. On est chacun confronté... D'abord, on est des leaders dans nos domaines d'activité, nous, dans la distribution des filières culturelles, Vivendi, dans les contenus et le divertissement, et on est chacun confronté à une révolution extraordinairement puissante. La numérisation des contenus, la pression sur les prix, l'apparition de concurrents qui n'existaient pas hier, les Netflix, les Google, les Apple. Demain, Amazon sera autant un concurrent de la Fnac qu'il sera un concurrent de Vivendi. Quand vous prenez ça, soit vous vous dites, je continue à raisonner comme je le fais depuis toujours, il y a d'un côté l'éditeur de contenu, de l'autre le distributeur de contenu, et au fond, chacun fait sa vie et essaye de la faire. Soit vous vous dites, de ces évolutions-là, et de cette puissance de projection de ces acteurs-là, il y a des nouveaux modèles que nous devons inventer. Et le modèle qu'on pense qu'on doit pouvoir inventer avec des partenariats industriels intelligents et qui se feront au fur et à mesure de notre vie commune, c'est bien de mêler les atouts des deux entreprises afin de travailler beaucoup plus nos bases d'abonnés. Les bases d'abonnés de Canal+ sont extrêmement puissantes, celles de la Fnac aussi, on a 4 millions d'adhérents en France. Il faut qu'on arrive à mieux travailler ces bases communes, il faut qu'on les fasse croître. Le nerf de la guerre demain, face à Amazon, face à Netflix, c'est notre capacité commune à avoir des bases d'abonnés puissantes à qui on fournit des services digitaux, des services de livraison, de manière à pouvoir, là aussi, dans le même écosystème, conserver les clients. Mais c'est aussi la capacité à vendre des outils multimédia, ce qu'on sait faire depuis longtemps, en même temps que de la consommation de contenu, ce que sait très bien faire évidemment Vivendi. C'est aussi la capacité, nous sommes leaders sur le marché de la billetterie, Vivendi est un acteur important du live, de faire un acteur majeur de production de spectacles, mais aussi de distribution de spectacles. C'est aussi la capacité à se projeter en Europe du Sud, où nous sommes l'un et l'autre. On a des développements en Afrique où Canal+ est. Autrement dit, plein de sujets de partenariat, au fond, pour faire bouger les lignes,
que les puissants acteurs américains que nous citions tout à l'heure nous obligent à faire bouger. Il ne faut pas rester statique aujourd'hui, c'est une période de mouvement. Et ce partenariat-là, qui vivra, qui se développera, il y aura des choses qui marcheront, d'autres qui seront plus difficiles. On pense que ça va nous permettre d'accélérer un certain nombre de développements sur les contenus culturels. Alors, on le comprend tout à fait avec la FNAC, un peu moins avec Darty quand même, parce que la convergence des contenus, etc., avec la vente, enfin, je caricature, mais des aspirateurs, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a quand même une part d'opportunité, d'opportunisme. Le fait de... Tu dis ça n'a rien à voir avec l'opération. Il y a quand même une part aussi d'un... L'opération Darty, elle est d'essence... Pourquoi ne pas avoir fait ça avant, quoi on se demande. Le rapprochement avec Vivendi. D'abord, c'est une question d'opportunité, de momentum, etc. Darty, c'est un sujet totalement central là, pour nous. Ce dont on est convaincu, c'est que la puissance d'Amazon, son développement, a généré, et ça on le voit partout dans le monde, et on l'a vu aussi en France, la disparition d'un certain nombre de grands distributeurs culturels. Et en parallèle à ça, un mouvement de consolidation. On a vu des grands acteurs se consolider, se rapprocher de manière à avoir une puissance financière, une assise industrielle permettant de bien résister à Amazon. Ce qu'on disait avec Walmart, pourquoi Walmart résiste aussi bien dans son segment d'activité? C'est parce qu'ils ont une puissance à l'achat, une capacité à mailler le territoire, une capacité à se développer dans le digital qui fait un concurrent crédible d'Amazon. Si vous voulez être un concurrent crédible d'Amazon dans nos métiers, il faut avoir une taille critique suffisante. C'est la raison pour laquelle, quand nos résultats ont été satisfaisants après plusieurs exercices, on s'est dit il y a un mouvement, il y a un moment pour essayer de conduire une opération de consolidation. C'est toujours dur, une opération de consolidation. D'abord à réussir, Emmanuel le disait, et puis ensuite, Emmanuel le disait aussi, à mener à bien une intégration, c'est complexe. Mais l'enjeu industriel, l'enjeu stratégique qui est faisons un acteur leader de la distribution physique et digitale combinée, qui bénéficie des synergies à l'achat, qui a un service client qui bénéficiera notamment du savoir-faire dans ce domaine-là de Darty, et qui a une puissance digitale forte, ça valait vraiment cette opération, et ça c'est vraiment le cœur de notre stratégie du moment. Alors je voulais savoir juste sur on va dire l'activité culturelle au sens large, ça va représenter à peu près combien de pourcents du chiffre d'affaires global de Fnac Darty? Et quels sont, on parle d'une grande offensive, ça serait l'étape 3 ou 4 après le redressement de la fusion, une grande offensive de la Fnac, grande offensive culturelle. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? La culture à la Fnac, c'est demain. Si l'opération Darty va à son terme. Ça sera une vingtaine de pourcents du chiffre d'affaires, 25%. Dedans, tu mets quoi dans culture? Je mets les trucs qu'on met dans la culture. Hein. Est-ce que le livre, la musique, le cinéma, les places de spectacle. Il n'y a pas le multimédia? Non, c'est vraiment les biens culturels, les filières culturelles. Mais au fond, vous le mesurez bien, je suis sûr qu'il y a plein de nos clients, enfin je l'espère ici, c'est beaucoup plus que ça, la culture, dans le nouvel ensemble. Et dans la Fnac, c'est beaucoup plus que ça. C'est à la fois le sens même de nos engagements culturels à travers tous les événements que nous organisons tout au long de l'année. C'est un produit de trafic exceptionnel. Vous venez d'abord à la Fnac pour un produit culturel et puis ensuite vous allez acheter du multimédia ou d'autres produits. Et puis c'est ce qui constitue, je dirais, le cœur de notre culture d'entreprise. Et le mouvement qu'on fait avec Vivendi est un mouvement qui va accélérer ça. Je me suis pas mal baladé évidemment dans les magasins juste après les annonces. C'était intéressant de discuter, y compris avec nos plus anciens libraires ou nos plus anciens disquaires. Et combien le fait que nous étions en train de faire un deuxième mouvement parallèle à celui de Darty, dans un domaine de contenu et de divertissement culturel, ils le voyaient comme un mouvement qui va accélérer et renforcer encore ce que nous sommes dans ce segment, qui là encore, pour bon nombre de distributeurs anciennement culturels, a disparu. Vous allez chez Best Buy, qui est une entreprise qui nous ressemble un peu, vous cherchez la culture, elle n'y est plus. Elle n'y est plus parce qu'ils n'ont pas su, parce que la puissance d'Amazon est encore plus forte aux États-Unis, préserver ça. Moi, je suis convaincu que la Fnac doit toujours être ce distributeur culturel puissant. Et pour ça, il faut nouer des partenariats. Vivendi en est un, il y en aura d'autres. Alors concrètement, comme client de la Fnac, je ne sais pas, dans un an, qu'est-ce qui aura changé Laissez-nous quelques mois pour... Ah oui, d'accord, là, j'y arriverai pas. Alors... J'avais une... donc tu connais bien depuis longtemps Vincent Bolloré. Vincent Bolloré a accordé un entretien à Challenge, dans le dernier numéro de Challenge que vous avez sur toutes vos tables. Il a le même problème, enfin qui n'est pas un problème, mais là, il est dans la même étape
que toi vis-à-vis sur des dossiers très différents, mais la fusion avec Beansport. Donc la prochaine étape, c'est l'autorité de la concurrence. Hein. Tu dois travailler à fond là-dessus aussi. Alors lui, il dit, où ça marche, ça passe, et ça sera un petit sentier fleuri, et Canal+ est sauvé. Où ça passe pas, et là, ça sera le chemin des glaces. Alors, je voulais savoir, toi, tu le sens plutôt petit sentier fleuri ou chemin des glaces, ou comment ça va se passer? D'abord, quand est-ce qu'on attend, puisque c'est une procédure qui est assez complexe et longue, quand est-ce que tu auras le résultat des courses, savoir combien il va falloir revendre de magasins Darty, etc. Et est-ce que tu es confiant sur cette étape-là qui est très importante avant l'intégration? Alors, sur le calendrier, notre conviction, c'est que sur notre dossier, sur lequel nous travaillons avec l'autorité de la concurrence depuis décembre dernier, la décision sera rendue, je l'espère, au cours du mois de juillet. Au fond, sur notre sujet, tout l'enjeu pour nous, c'est de convaincre l'autorité de la concurrence que lorsque la pénétration d'Internet est ce qu'elle est dans nos métiers, c'est-à-dire autour de 40%. Dans nos filières, que ce soit les filières de biens culturels ou de biens électroniques, Internet, le e-commerce, c'est 40%. Vous ne pouvez plus raisonner quand vous êtes autorité de la concurrence, vous avez un dossier tel que celui-là, sur quelle est la part de marché des magasins physiques dans tel quartier. Au fond, parce que le consommateur, où qu'il soit, il a la capacité en permanence, et on le fait tous, à comparer le prix avec des acteurs du e-commerce. Et donc, on a beaucoup d'études économiques. C'est sûr que si tu mets Amazon dans l'équation, ce n'est pas les mêmes parts de marché. Hein. Oui, mais il faut mettre Amazon dans l'équation. Il faut le mettre aujourd'hui, encore plus demain, mais il faut le mettre aujourd'hui. Il a l'air d'accord, monsieur Lasserre? L'élément qui montre qu'il y a une prise de conscience de l'autorité de la concurrence de ce sujet, qui est complexe pour l'autorité aussi elle-même, d'ailleurs, dans sa méthodologie, c'est le fait que lors du passage en phase 2, nous sommes en phase 2 aujourd'hui, l'autorité de concurrence a dit qu'elle allait considérer le poids des acteurs Internet, ce qui est un élément important. Dès lors qu'on arrivera à démontrer ça, qu'est la réalité de nos métiers et surtout de nos clients, à savoir qu'en permanence, ils comparent les prix et ils ont le choix entre à la fois tous les acteurs physiques, et on ne sera pas le seul acteur physique, il restera bien des acteurs physiques, mais aussi tous les acteurs du e-commerce, que ce soit Amazon, Cdiscount ou les autres. Et bien dans ce cas-là, on sera plutôt confiant sur l'issue de ce sujet-là. La réponse sera donnée en juillet, mais évidemment, c'est un élément absolument central de notre dossier. Est-ce que c'est tellement central que si par malheur, ça ne marche pas, ça peut remettre tout en cause? Je ne fais jamais de fiction. Mon exercice du moment, c'est d'arriver à convaincre... Non, mais il n'y a pas une clause dans le deal le sujet du moment, c'est vraiment de convaincre et d'apporter les éléments quantifiés, parce que tout ça doit être quantifié, basé sur des études économiques, économétriques, à l'autorité de concurrence pour lui dire, voilà ce que vivent nos clients, voilà ce qu'est la réalité de nos métiers. Si on était dans 5 ans, on se poserait d'ailleurs même dans 2 ans, on ne se posera même plus la question. Mais d'ores et déjà, voilà ce qu'elle est. Et si on arrive à faire ça, et si on le fait bien, et si l'échange est constructif, et je suis certain je suis convaincu qu'on aura une décision positive. Alors mettons-nous justement, peut-être pas à 5 ans, parce que il paraît que tu ne sais pas ce que tu fais dans 5 ans. C'est Marc-Olivier Fogel qui nous avait dit ça. Dans 2 ans. Donc l'intégration sera terminée. Je ne sais pas quel est le calendrier. Quels sont les chantiers concrètement qu'il va falloir mener là très vite, on va dire après le mois de juillet, parce que ça dépend beaucoup de ça. Parce qu'on a quand même des ADN très différents dans les deux sociétés. Les gens de Darty n'étaient pas forcément ravis. On a vu les prises de position qui ont été prises, notamment par l'intersyndicale, qui était plutôt de l'autre côté. Comment on va pouvoir apaiser les esprits et travailler avec 2 ADN qui sont quand même assez différents, effectivement. Si nous franchissons toutes les étapes, dont celle de l'autorité de la concurrence, après vient ce moment extraordinairement stimulant et aussi complexe qui est quel est le nouveau groupe qui va prendre naissance. Et avec cette idée de nouveau groupe, quelle est cette culture d'entreprise, combinaison de cette culture de la FNAC et de la culture de Darty? Parce que c'est 2 cultures très fortes. Ce sont quand même 2 cultures extraordinairement fortes, avec en même temps, c'est amusant, des entreprises. Les points communs sont assez étonnants. Nées en même temps, pas par hasard d'ailleurs, c'est cette société de consommation des années 50 qui a commencé à pousser, nées en même temps, 2 tailles extraordinairement proches,
d'empreinte internationale assez proche aussi, et de métiers évidemment proches, avec 2 révolutions omnicanales qui ont été faites. Nous, on a commencé très tôt, Darty s'y est mis aussi. Au fond, on a chacun une distribution combinée physique et digitale. Maintenant, ce qu'il va nous falloir inventer, c'est la culture d'entreprise, comment on combine les savoir-faire de l'un et de l'autre. 2 exemples. Nous, on a une très forte capacité à générer des revenus par abonnement à travers les adhérents qui sont un actif extrêmement important de l'entreprise. Darty ne fait pas ça. Inversement, vous le savez tous, je suis sûr qu'il y a beaucoup de clients Darty aussi. Darty a cette capacité, cette image d'abord du contrat de confiance qui est extraordinairement puissant, et puis la capacité du service après-vente. Ces 2 savoir-faire, il va falloir les mettre à disposition du nouvel ensemble et de chacune des 2 entités. On respectera les 2 réseaux, on respectera les 2 marques, mais il va nous falloir trouver les savoir-faire communs à combiner pour construire le groupe de demain, avec la conviction au fond que, passé ces moments où il y a toujours un peu d'intoxication pendant les opérations d'OPA, de contre-OPA, la conviction qu'on va arriver à convaincre les équipes de Darty, si l'opération vient à son terme, que c'est un formidable moment industriel pour eux, comme nous le vivons depuis quelques années à la FNAC, et que la combinaison et la création d'un groupe français, d'un groupe leader dans ces métiers, c'est un beau projet pour les 2 entités. Et au fond, on est assez confiant sur la capacité à faire ça. Alors, un tout petit coup de... On l'a compris, hein, on est allé... L'essentiel a été fait, mais il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Un tout petit coup de rétroviseur. Qu'est-ce qui t'a frappé, surpris? Parce que c'était une bataille qui a été hyper médiatisée, hein, quand même, puisque c'est 2 marques très connues de tous les Français. Qu'est-ce qui t'a frappé? Quels sont les enseignements, les choses qui ont pu te surprendre dans cette bataille? Quels sont les 1 ou 2 souvenirs ou anecdotes où tu as été peut-être à un moment, même si tu as une très grande maîtrise de toi, un peu décontenancé par la tournure que prenaient les choses? Emmanuel le disait très gentiment, moi j'adore le sport, et particulièrement le tennis. Et au fond, c'est un combat avec une complexité boursière. Les règles du droit boursier anglais sont d'une complexité folle. Il n'y a que les Anglais pour avoir inventé un take-over code aussi complexe, mais extraordinairement intelligent, comme le sont d'ailleurs les Britanniques. Et en même temps, il faut de la détermination, il faut du sang-froid. C'est un travail collectif. Quand vous avez la chance d'avoir à la fois des équipes, un conseil d'administration qui vous soutient, qui décide vite, qui est aligné sur un projet aussi important, vous avez un avantage probablement, même si vous êtes éventuellement moins puissant financièrement, par rapport à votre concurrent qui est plus éclaté, avec des centres de décision en Afrique du Sud. Nous, on était très alignés, on s'appelait toute la journée, on a essayé d'être un peu plus agile, parce qu'il faut être agile quand vous avez un petit peu moins de moyens, un peu plus rapide, un petit peu de bluff de temps en temps, parce que ça fait partie de l'exercice. Et puis à la fin, vous avez un résultat final qui aurait pu être tout autre, mais qui probablement consacrait, non pas du tout un élément individuel, mais une cohésion autour d'un projet, parce que si ça a marché, c'est parce qu'on est convaincu depuis le début. Nous, ce projet Darty, on le porte en nous depuis bientôt 18 mois, et on travaille dessus, et le conseil d'administration le connaît, on a échangé, et on s'est forgé cette conviction-là. Au fond, vous avez dans ce cas-là une détermination, pour revenir à l'analogie du sport, qui est un peu différente d'un type éventuellement un peu plus puissant, mais pour lequel le projet est venu plus tardivement, de manière un peu plus lointaine. Et donc, un peu comme dans le sport. C'est Leicester contre Arsenal, quoi, un peu. Un poil. Voilà. Alors maintenant, on se met à 5 ans. Alors, première question, quelle est la probabilité que le groupe existe encore face à Amazon, hein? C'est un peu provoque, mais quand on voit le bulldozer qui est en face, voilà. Et à quoi ça ressemble dans 5 ans, à la fois en termes de business, les choses que tu maîtrises, et puis les choses qui sont peut-être plus difficiles à maîtriser et à prévoir, qui sont les révolutions technologiques à venir et les mutations qui ne sont pas tout à fait achevées dans le commerce. D'abord, mon Dieu, vous avez raison, hein, la projection à 5 ans aujourd'hui, quand on voit le flux d'innovation, ces entreprises qu'on ne connaissait pas encore pour un certain nombre d'entre elles il y a encore 3-4 ans. Mais c'est le rôle du patron quand même de savoir à 5 ans à quoi ça va ressembler. C'est ce que j'essaye de faire. Mais en tout cas, il faut le prendre avec beaucoup de prudence. Encore une fois, il y a 5 ans, ce qu'on disait, c'est le commerce physique est mort. Hein. Tout le monde l'écrivait. Le commerce physique est mort, la distribution digitale l'emportera. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il y a la place pour des acteurs puissants de la distribution dite traditionnelle, dès lors qu'ils auront été capables de faire 2 mouvements consécutifs. Un,
se développer très puissamment sur le digital et créer un écosystème physique et digital où ils diront à leurs clients, vous aimez le commerce physique, c'est chez moi. Vous aimez le commerce digital, c'est chez moi aussi. Vous aimez la combinaison des deux, c'est chez moi que ça se passe. Et vous avez les avantages de l'un et les avantages de l'autre. À la fois la largeur de gamme, la possibilité d'y accéder en permanence, mais aussi le service après-vente, le conseil. Donc ça, si on a réussi ce premier mouvement, et je pense qu'on l'a réussi, et on va le réussir dans le nouveau groupe, c'est un mouvement qui va nous permettre d'être un acteur majeur. Ensuite, il va falloir à ce nouveau groupe la capacité à saisir l'innovation. L'innovation à la fois dans les produits, l'innovation dans les services, l'innovation demain dans de nouveaux partenariats. Au fond, le rebond de la Fnac, son redressement, son retournement, il est aussi lié au fait que l'entreprise s'est ouverte sur tout un écosystème qui n'est pas seulement Vivendi demain, mais qui est aussi toutes les startups avec lesquelles on sait aujourd'hui travailler parce qu'il y a de l'innovation exceptionnelle dans ce pays en ce moment. Et quand vous êtes un acteur traditionnel, vous êtes attractif pour ces sociétés-là. Vous avez un portefeuille de clients exceptionnel. Vous avez une force marketing exceptionnelle. Si vous vous ouvrez à elles et que vous dites faisons des partenariats gagnant-gagnant. Il y a des choses que vous savez faire, je ne sais pas le faire. Vous avez une capacité d'innovation sur un certain nombre de choses que je n'ai pas. Mais en revanche, voilà ce que je sais faire, je sais m'ouvrir à vous. Et bien dans ce cas-là, la combinaison d'un mode de distribution omnicanal et d'un savoir-faire pour capter l'innovation où qu'elle vienne, je crois donnera un bel avenir aux deux entreprises. Tu as un lab, un incubateur comme tout le monde. Et quelles sont les startups que vous avez repérées à la Fnac ? On en a beaucoup et on va en repérer de nouvelles encore dans quelques semaines parce qu'on organise cette année, avec encore un peu plus d'éclat, un prix de la start-up Fnac. Alors, c'est pas un gadget, c'est pas le petit élément de communication pour faire joli dans le rapport annuel. C'est un travail de fond qu'on a fait pour identifier les start-up de demain dans les objets connectés. Pas seulement pour les identifier, mais pour leur dire, voilà, les meilleurs d'entre vous, vous allez être accompagnés puissamment par la Fnac dans les prochaines années. C'est sûr en que ça termes doit de partenariat. être un bel enjeu pour la start-up. C'est un assez bel enjeu, et pour nous aussi, c'est un bel enjeu. Capter ce savoir-faire d'innovation, c'est dur pour une entreprise traditionnelle de s'ouvrir à cette innovation qui vient d'ailleurs. Au fond, c'est un bel enjeu pour les deux entreprises, pour les deux types d'entreprises. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre. Je crois qu'on peut t'applaudir. Et